Alors avec Catherine Desbarras et Jean-Philippe Warren, nous avons travaillé à un livre sur Tocqueville en retenant tous les extraits de Tocqueville dans ses écrits publiés, dans ses notes, de Beaumont également, relatifs aux Autochtones, relatifs aux Indiens, on pourrait dire. Et parce que, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis parce que, évidemment, ce sont des analystes remarquables, mais aussi parce que quand on voit l'ensemble, on peut se faire un meilleur jugement, puis on peut aussi comparer avec ce que dit Tocqueville de l'Afrique du Nord, l'Algérie. Parce que Tocqueville n'a pas le même discours. Donc Tocqueville circule avec Beaumont pour sa commande qui consiste à faire un rapport sur les prisons américaines, ce qu'il a fait. Mais ils prennent des notes sur la société. Tocqueville en fera son livre La démocratie en Amérique. Il va écrire avec Beaumont, ils ne se sont pas entendus, et Beaumont a fait plutôt un roman qui s'appelle Marie ou l'esclavage. Et alors, ce qui est surprenant chez Tocqueville, c'est d'abord, oui, l'intérêt qu'il porte aux Autochtones, beaucoup, l'empathie aussi, la dureté de la colonisation américaine à l'égard des Autochtones. Tout ça est bien dit, mais chez Tocqueville, c'est vu comme un destin irréversible, comme un malheur, mais fatal. Il souligne que les Français faisaient mieux de leur temps, mais ne va pas beaucoup au-delà. Et il y a une grille d'analyse fortement inspirée par Adam Smith. Alors, à propos des Indiens, il pose souvent les mêmes questions à ses informateurs. Il parle peu aux Indiens. Les questions qu'il pose, c'est qui fait l'agriculture, les hommes ou les femmes? Quel est le rapport aux Blancs? Sont-ils convertis? Sont-ils pratiquants? Que reste-t-il des mœurs anciennes? Mais beaucoup de choses sur l'agriculture, sur le travail régulier. Donc, le paradigme central de Adam Smith, la civilisation, le progrès par le travail masculin destiné au marché. Donc, Tocqueville, un discours empathique, mais je dirais relativement froid, mais quand on compare avec l'Algérie, et en Algérie, il n'y a pas d'hésitation pour la conquête et il n'y a pas d'empathie pour les peuples vaincus. Il voyageait avec Beaumont et ils sont donc venus à Québec parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait encore des francophones dans le Bas-Canada. Et il rencontre un homme près de Détroit il descend de son canot et qui s'adresse à lui en français. Et il dit « J'étais plus surpris que je l'aurais été si mon cheval m'avait parlé français. » Et puis il réalise qu'il y a beaucoup de métis. À cette époque, on parlait beaucoup français à Détroit. Et dans les Grands Lacs. Alors, Sault-Sainte-Marie, par exemple, était à majorité francophone. Et il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de francophones, mais qu'il y a un noyau dans le Bas-Canada. Et donc, il va venir et il assiste à un procès d'un habitant. Et le procès est tout en anglais. Le pauvre cultivateur n'y comprend rien. Et il est condamné, mais sans savoir ni comment ni pourquoi. Et là, c'est là qu'il écrit c'est un grand malheur pour un peuple d'être vaincu. Mais Beaumont, lui, décide d'écrire moins sur les institutions que sur les acteurs et d'écrire la vie du point de vue des acteurs. Et il est très sensible, lui, au peuple conquis, c'est-à-dire aux Indiens, aux Canadiens français, aux Irlandais. Et il
il a écrit un roman qui s'appelle Marie ou l'esclavage, qui s'inspire d'un Écossais progressiste très proche des patriotes ici, et qui est donc un Écossais de Nouvelle-Angleterre, mais le personnage qui l'inspire est un patriote. Mon Dieu, j'oublie son nom. Bon, tant pis. C'est quoi son nom? Enfin, alors, donc il écrit un roman avec un intellectuel de la Nouvelle-Angleterre qui a marié une Louisianaise qui avait un ancêtre noir, mais qui est blanche, et le couple a 2 enfants, un garçon et une fille, et les 2 enfants sont blancs, mais sont identifiés par tout le monde comme ayant une goutte de sang noir, donc comme n'étant pas vraiment des blancs, et devant se tenir avec les Noirs. En fait, ce qu'il étudie, c'est le difficile ou le quasi impossible passage de l'esclavage à une société démocratique qui intégrerait les Noirs et où disparaîtrait le racisme. Alors, il y a un personnage qui est... je sais que je me retrouve. Non. Alors, son personnage principal est accueilli par un Canadien français dans les Grands Lacs, et sa fille va travailler avec les Indiens. Donc, il quitte la société américaine pour un temps avant d'y revenir. Sa fille est stigmatisée, en somme, et elle cherche à compenser son stigmate par les bonnes œuvres, par les œuvres de charité, jusqu'à en mourir. Et le fils, lui, devient un militant pour les Noirs et pour les Indiens, voulant unir les 2 causes dans une révolte générale des Blancs, des Noirs et des Indiens contre les Blancs, ce qui échoue. Et bon, c'est donc l'histoire du roman, qui est fort intéressant parce que il pose la question de la sortie de l'esclavage, et il pose la question des issues possibles pour les gens qui sont issus de cet héritage. Ensuite, les deux sont allés en Irlande pour essayer de comprendre ce qui se passait en Irlande, et souhaiter, surtout, en fait, c'est Beaumont qui a écrit une magnifique histoire de l'Irlande, pour souhaiter une sortie de crise honorable pour les Irlandais, et dénoncer la dureté du traitement des Irlandais par les autorités britanniques. Alors, l'intérêt ici, c'était de voir comment l'un et l'autre analysaient quel était le degré d'empathie ou de froideur. Et pour comparer, j'ai pris un troisième qui est Galatin. Et Galatin est un Genevois de grande famille qui, en 1784-85, à l'âge de 20 ans, émigre aux États-Unis par foi dans la Révolution américaine, et qui est un intellectuel éclairé qui cherche une solution pour les Indiens, voyant le génocide et le nettoyage ethnique. Et lui a travaillé fort contre l'esclavage, c'est un militant contre l'esclavage, contre le génocide des Indiens, et pour la promotion d'un État indien dans l'Ouest, en disant les Indiens un à un vont tous être déportés, vont tous y perdre, aucun ne peut résister. Il faut, en somme, il y a une première solution qui est dure, il faut tous les déporter, mais leur donner un État, qui soit un État à eux, et un État dans l'Union, mais avec leurs propres représentants, et les inciter à devenir des cultivateurs et des éleveurs pour entrer, en somme, dans la civilisation. Donc, il est dans le paradigme de la civilisation des sauvages, mais il est celui qui combat le plus pour au moins assurer le maintien
non pas de réserve, mais d'un vaste État dans l'Ouest. Et il est aussi, il est intéressant parce que il a, il a beaucoup écrit sur les langues autochtones et il fait une première synthèse des langues autochtones. Il a beaucoup été impressionné aussi par l'agriculture des Indiens du Sud-Ouest. Donc, ça serait le politicien, l'intellectuel qui a le plus d'empathie pour les Indiens, qui cherche en même temps à les sauver par des moyens qui ne peuvent être que radicaux, mais dans une situation où les solutions, dans le contexte du 19e siècle, sont à peu près impossibles. Alors, j'ai aussi travaillé avec les Algonquins de Trois-Rivières. En fait, le tout a commencé lors des fêtes de la Grande Paix de Montréal en 2001. Il y a des gens qui se sont présentés à Rémi Savard, qui était là. On avait reconstitué un marché de 1701 et qui ont dit nous sommes des Algonquins de Trois-Rivières, nous aimerions vous rencontrer. Et donc, Rémi est entré en contact avec eux et a publié un livre sur eux avec Claude Hubert, et j'ai écrit la préface et la postface autour du métissage, en remettant en doute, entre guillemets, la pureté du sang et toute explication par le pourcentage de sang, et en faisant voir le caractère possible. Et ultérieurement, ben, j'ai travaillé avec Claude Hubert, qui représentait et la communauté de ces Algonquins, qui, eux, se définissent comme, non pas comme des métis, mais comme des Indiens. Et quand il y a eu le lancement du livre, ça a été très touchant parce que c'était comme une sorte de coming out. Alors les gens se levaient puis disaient « Nous sommes fiers de dire publiquement que nous sommes les Algonquins ». Il y a un jeune de 18 ans qui s'était levé puis qui avait dit on nous traitait de Magua à l'école. Magua veut dire ours en algonquin, mais Magua était la manière de désigner ces gens qui étaient pauvres, qui vivaient dans des cabanes, qui étaient ségrégés de la population de la région de Trois-Rivières. Alors le jeune se lève, il dit « Je me faisais traiter de Magua à l'école, puis je disais qu'on n'était pas des Maguas. » Et alors, moi, j'interviens, j'étais un des intervenants, puis je dis « Est-ce que c'est parce que vous aviez honte? » Puis il y a quelqu'un à côté de moi qui me fait « Voyons, Denis, on ne pose pas cette question-là. » Et puis, le jeune dit « Oui, c'est parce que j'avais honte. » Puis là, il y a une vieille dame, passé 80, qui se lève. Elle dit « Oui, monsieur, vous avez raison. C'est parce qu'on avait honte. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus honte, c'est fini. » Alors, c'était très impressionnant. Alors, donc, j'ai travaillé avec eux. Claude Hubert a ramassé, qui est qui est de loin le principal organisateur de ce groupe-là, qui a accumulé tout ce qu'il pouvait d'archives et de témoignages, un grand nombre d'enregistrements. Et j'ai fait avec lui un texte synthèse de ces témoignages, où on a toutes sortes d'indices pour voir la filiation avec les Indiens. Ça se voit dans des anecdotes. Alors, quelqu'un qui raconte que sa grand-mère, quand il était jeune, il était à côté d'elle, elle dormait, elle rêvait, puis elle s'est mise à parler dans une langue qu'il ne comprenait pas. Et puis, il a parlé ensuite avec sa grand-mère pour apprendre qu'elle rêvait en algonquin. Bon. Et puis, ce qu'on a vu à l'analyse aussi des données généalogiques et des données sur les mariages, c'est un réseau de mariages entre Indiens ou proches et le maintien des mariages de cousins croisés. Et autre indice, qui en est peut-être un, peut-être pas un, il y a eu une étude d'un linguiste dans les années 50-60 qui définit ce groupe-là comme ayant un français un peu plus archaïque que la population environnante. Donc, une langue un petit peu différente. Et puis, en même temps, de la ségrégation, c'est-à-dire que
Ces gens n'avaient pas le droit de s'asseoir à l'avant de l'église et de rester derrière. Et même la ségrégation au début des autobus scolaires, où ils devaient s'asseoir derrière et non pas des enfants devaient s'asseoir devant et derrière. Puis, donc plein de témoignages de cette nature, ce qui renvoie aux écrits de Ferron qui parlent des Magua. Et donc, j'ai collaboré avec eux. Maintenant, ça sera devant les tribunaux. Les démarches ont démarré. Il y a des négociations avec le fédéral qui, pour l'instant, ne les reconnaît pas. Ce qui semble être arrivé, c'est que ils ont été oubliés par le fédéral parce que quand le fédéral a recensé les Indiens au 19e siècle, ben, il en a oublié, puis ceux-là ont été oubliés. Ce qui les caractérise aussi, c'est d'être fortement intermariés avec les Acadiens, parce que les Acadiens qui ont échappé à la déportation ont été sauvés par des Abénaquis et par des Micmacs. Comme les Acadiens étaient très intermariés avec les uns et les autres, ces Indiens les ont sauvés, les ont ramenés, et les Abénaquis les ont ramenés près de chez eux. Et beaucoup se sont établis près des Abénaquis et dans la région de Trois-Rivières, et ils se sont à leur tour beaucoup intermariés avec ces Algonquins. Donc, ce sont des gens qui sont métissés, oui, mais qui ne se définissent pas comme étant des métis, qui se définissent comme étant des Indiens qui n'ont pas été reconnus et qui maintiennent leur démarche. Et je continue donc de travailler avec eux. Là, il y a d'autres entrevues que je dois analyser là, dans les mois qui viennent. Mais ce que ça deviendra, on n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est l'existence d'un groupe ségrégué. Ce que l'on voyait beaucoup aussi dans l'analyse des entrevues, c'est le maintien beaucoup plus longtemps qu'ailleurs des activités de pêche, de subsistance de pêche et de chasse sur le lac Saint-Pierre et enfin, à Mont-le-Saint-Maurice, un peu partout. Et une grande mobilité aussi, des gens qui vont d'usine en usine, des petits travaux, etc. Bon. Alors, donc, ça, c'est un chantier. En est venu un autre qui concerne, dans ce cas-ci, les Inuits. Alors, il y a un procès au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Techniquement, c'est un monsieur Corneau qui a construit un petit camp, un petit shack sur les terres de la couronne sans autorisation. Il reçoit un avis d'éviction et il dit « Je suis un métis au sens de Louis Riel, un métis au sens d'une communauté historique de métis. » Et a donc un procès. Et on me demande d'intervenir dans ce procès, curieusement, pour les Inuits, parce que le procureur général du Québec, à l'époque, non pas maintenant, et non pas au moment où j'ai participé au procès, mais au moment où on m'a fait la demande, ce procureur général voulait démontrer la non-existence d'une communauté historique de métis au Québec et a fait faire des recherches pour à peu près 1,5 million. Et ce qui est correct. Il voulait en même temps, ramasser les Inuits en soutenant que ce n'était pas des vrais, que les Inuits, se qualifier d'Inuits était de la fausse représentation et qu'il n'y avait pas de filiation entre les Inuits contemporains et ceux du XVIIe siècle, ceux du XVIIe étant disparus par épidémie et remplacés par des étrangers, c'est-à-dire des Indiens venus d'ailleurs, des Hurons, des Abénaquis, des Algonquins, des Micmacs, qui auraient reconstruit une communauté et se seraient donné ou auraient maintenu le nom de Innu sans l'être. En fait, c'est une thèse de la pureté du sang qui consiste à dire que les Inuits sont trop mêlés, ne sont pas assez purs pour être des Indiens. Alors, j'ai donc travaillé là-dessus, ce qui est absurde parce que je parle pas la langue, ce qui est une infirmité, mais j'ai communiqué avec les linguistes, en particulier avec José Maillot, et José Maillot a des écrits là-dessus, et Lynn Drapeau aussi. La langue Innu
est la même qu'au XVIIe siècle. Il y a bien sûr des transformations, mais il n'y a pas de transformation radicale. Et c'est une langue qui est particulièrement bien documentée à cause des missionnaires, puis des premiers voyageurs, puis parce qu'ils sont là depuis ils ont été en contact avec la première colonisation, donc il y a des écrits sur eux et sur leur langue. En plus, le père Labrosse a introduit le catéchisme au début du régime anglais, a appris a appris aux Inuits à lire et à écrire, et c'était repris par les femmes dans les camps de chasse qui transmettaient qui alphabétisaient en somme leurs enfants dans les camps d'hiver. Et on a même de la correspondance échangeant des Inuits. Et d'ailleurs, il y a un beau film d'Arthur Lamotte qui traite de ces Inuits davantage alphabétisés avant la scolarisation qu'après. Et donc c'est absurde, mais il s'agissait de montrer l'affiliation. Alors je l'ai fait en empruntant ce qui avait été écrit sur la langue, mais je l'ai fait aussi pour essayer pour montrer la continuité dans le système de parenté, donc les mariages ici encore de cousins croisés, le maintien d'un système qui est plus souvent matrilocal que patrilocal, mais qui est souple. Et puis ensuite, les réseaux d'alliances depuis le XVIIe siècle qui se maintiennent, et qui se maintiennent bien sûr longtemps. Et ensuite, l'analyse des épidémies pour reprendre ça puis dire, attention, là, quand on dit qu'il y a une dépopulation générale de 95%, c'est vrai sur 150 ans pour des régions densément peuplées. D'abord, c'est sur 150 ans, puis là, on disait que les Inuits étaient disparus en 30 ans, ce qui est absurde. Et ensuite, les Indiens sont d'autant moins vulnérables qu'ils occupent moins densément le territoire. Et puis, l'information circule sur la maladie aussi. On sait qu'il ne faut pas aller à tel endroit parce que la maladie circule. Et puis, rien dans les sources ne laisse croire à la disparition des montagnais. La population a pu baisser sur 150 ans des 3/4, mais la population n'est jamais disparue. Puis ce que l'on voit, ce que j'expliquais, c'est que à la suite des épidémies, les familles se reconstituent comme les familles. Les Inuits se marient sur le mode un mariage de cousins croisés, mais à de grandes distances. Les cousins croisés, ça peut être aussi à de grandes distances généalogiques, pourvu que ça soit croisé. Alors donc, on se marie à de grandes distances, si bien que il est normal qu'après une période de forte mortalité, on reconstitue les couples et qu'il y a des Inuits qui aillent chez les Hurons, puis il y a des Hurons qui aillent chez les Inuits, etc. Mais ce que l'on voit, c'est l'intégration, l'insertion de ces gens dans la communauté qui deviennent des Inuits, comme le sont devenus les Canadiens français qui ont vécu parmi eux, et les Écossais, etc. Donc, je tenais un argument contre la pureté du sang, et pour montrer le maintien d'une culture, d'une société. Donc, c'était mon témoignage, mais il était devenu moins pertinent au moment où je l'ai fait parce que le procureur ancien avait été remplacé par un nouveau, Leandro Steinmander, qui, lui, n'assumait pas du tout ces postulats et n'est pas du tout entré d'aucune manière sur ce terrain-là. Donc, j'ai témoigné parce que j'avais été préparé je m'étais préparé puis j'ai témoigné une journée, mais c'est demeuré là. Je n'ai même pas eu de contre-interrogatoire du procureur du gouvernement. C'était reçu comme une manière de reconnaître la filiation. Mais le procès s'est poursuivi pour l'essentiel concernant un groupe qui se définit comme des métis. Ils sont 4 ou 500. Alors, ce qui est intéressant chez ce groupe-là, c'est qu'il y a pour la première fois un groupe important de Québécois francophones qui se définissent comme étant des métis et qui marquent leur fierté d'avoir des origines autochtones. Alors ça, c'est intéressant, c'est la première fois. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'ils l'ont fait
en réaction au projet d'approche commune du gouvernement du PQ au début de notre siècle, donc il n'y a pas si longtemps, qui proposait des territoires plus grands pour les Autochtones et proposait des ententes, on va dire, nettement plus généreuses que ce qui existe actuellement, ce qui était très mal reçu par beaucoup de populations en région, mais en particulier au Saguenay-Lac-Saint-Jean et Basse et Haute-Côte-Nord, en disant nous allons perdre nos territoires de chasse. Les propriétaires de pourvoiries disaient nous allons être expropriés. Pourquoi les Indiens en auraient plus, etc. Et donc, ils ont résisté fortement à ça. Ils ont refusé quelques négociations que ce soit. Et ils ont soutenu la thèse que les Indiens n'étaient pas des vrais Indiens puisqu'ils étaient trop métissés et que même ils étaient plus métissés que même les Blancs. Donc, des arguments absurdes sur le métissage. Mais des arguments qui ont été systématisés par Russell Aurore Bouchard, qui a dit en gros ce qui s'est passé, c'est ceci. On a compris avec l'échec du référendum de 1995 qu'il n'y avait pas d'avenir pour les Québécois. On a compris ensuite avec le projet du PQ d'une appartenance citoyenne qui intégrerait tout le monde, qu'il n'y avait pas de place pour les Canadiens français. On a compris avec la victoire de M. Paulet à Sault-Sainte-Marie, qui a obtenu pour les Métis de la région de Sault-Sainte-Marie le statut d'une communauté historique de Métis, non pas des gens qui sont métissés, mais d'une communauté historique de Métis qui existait là depuis longtemps et qui existe encore. On a compris qu'il y avait un espace pour les Métis. Je fais ici une parenthèse. Cette communauté canadienne-française de Métis, effectivement, c'est plausible qu'elle existe parce que Sault-Sainte-Marie était à l'origine, du côté américain y compris, et du côté canadien, une communauté canadienne-française. Et au moment de la conquête, tous les postes de contrôle ont été pris par les Anglais, puis ils ont été tenus à la marge. Et ensuite, il y a eu une immigration anglophone dans le coin et ils sont demeurés à la marge. Et ces Canadiens français étaient très proches des Indiens. Il y avait beaucoup de métissage. Et ils sont demeurés une communauté qui s'intermariait et qui se retrouvait dans des endroits assez régulièrement au cours des années. Donc, effectivement, il y a plusieurs éléments qui laissent croire que oui, il y a pas juste des gens qui ont l'intention de se faire reconnaître comme métis. Il y a effectivement une longue appartenance qui remonte à 2 siècles. Mais cette communauté-là, c'est moins évident. Alors donc, on a dit, il y a une communauté à Sault-Sainte-Marie qui a été reconnue. Voilà, c'est notre planche de salut, puisqu'on ne peut être ni Québécois, ni Canadien français, puis que les Indiens vont tout avoir. Il faut se faire reconnaître avec des droits analogues à ceux des Indiens, des droits de métis, si bien que les Indiens ne pourront pas prendre notre territoire, puis qu'on aura un territoire protégé. S'ajoute à ça une autre dimension qui n'apparaît pas au procès, mais on a construit l'autoroute qui permet d'aller de Québec au Saguenay rapidement. Alors, les territoires réservés pour la pêche et la chasse, maintenant, sont envahis par des gens de Québec qui viennent un peu partout. Alors, donc, il y a un groupe qui dit « nous sommes fiers et nous ne voulons pas être dépossédés », puis il nous reste juste cette prise. Alors, on prend cette prise et nous sommes des Métis parce que nous avons tous dans notre généalogie un ancêtre indien. Puis effectivement, dans leur généalogie, ils ont un ancêtre indien, souvent au XVIIe siècle. Et ils vont dire, nous le sommes également parce que nous avons des comportements de métis, puisque nous aimons le bois, et c'est manifestement des gens qui aiment le bois, manifestement des gens qui aiment la nature. C'est des gens aussi, dans certains cas aisés, mais d'autres de conditions humbles. Des gens aussi, je dirais, à un égard particulier, très
très tolérants parce que leur représentant, c'est Rossel Aurore Bouchard, c'est-à-dire un homme qui est en train de devenir une femme, qui est en transformation. Et il n'y a aucune question, aucun problème, il est parfaitement accepté, il est parfaitement reconnu tel qu'il est. Il est comme ça, c'est tout. Donc, à cet égard, c'est intéressant. Mais quand on invoque la redistribution des produits de la chasse, moi, en tout cas, ça ne me convainc pas, parce que oui, effectivement, c'est ce que l'on fait. Les produits qui viennent de la nature, on les redistribue. Ce qu'on a cueilli dans son arbre, on le redistribue. Ce qu'on a pêché au fleuve ou au lac, ou l'orignal que l'on a abattu, on partage avec ses voisins, ses amis, ses proches. Mais évidemment, la viande achetée à l'épicerie ou chez Costco, si on a rempli son congélateur, on ne la partage pas parce qu'elle passe par l'économie de marché. Bon. Alors, à cet égard, moi, ça ne m'a pas convaincu, mais je n'ai pas eu à intervenir là-dessus. Moi, je témoignais pour les Inuits pour montrer la filiation des Inuits. Maintenant, effectivement, apparaissent un peu partout des groupes qui se définissent comme des métis. Il y en a aussi du côté des provinces maritimes. Pour ma part, je n'y ai pas vu une communauté historique de métis. Maintenant, c'est mon point de vue. Et je n'ai pas étudié particulièrement cette région-là, mais disons que les arguments qui m'ont été soumis ne m'ont pas convaincu. Mais par ailleurs, à l'inverse, les arguments des Algonquins de Trois-Rivières, eux qui sont métissés mais qui réclament le statut d'Indien, me convainquent davantage dans la mesure où trouver des traces du maintien d'un système de mariage de cousins croisés, et ça a des chances de renvoyer à une société qui se maintient depuis longtemps, et se maintient à la marge depuis longtemps. C'est sûr que cette société-là s'est maintenue dans le mépris, et c'est le mépris dans le regard de l'autre, dans l'opprobre. Mais elle s'est maintenue aussi par ses propres traits culturels, en particulier le fait d'être à ce point tourné vers l'économie de subsistance en forêt, et tant d'éléments et la grande mobilité aussi, puis des mariages éloignés avec des Indiens encore qu'on ramène. Donc à cet égard, chez eux, je verrais davantage une société que je n'en vois chez ceux qui se définissent comme étant des métis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ce qu'on voit dans ce procès, c'est que le droit du sang revient toujours à la surface. On sait pourtant que le sang ne fait pas la culture. L'influence du sang sur la culture, c'est 0. Mais la loi canadienne est fondée sur le sang pour les Indiens. La loi canadienne dit qu'on est Indien selon la manière dont on se marie, et que ses enfants le seront selon le pourcentage d'indianité, ce qui veut dire en fait sang. Donc en somme, à la fois quand on travaille, on cherche toujours des explications autres que celles du sang, puis on dénonce celles du sang, mais on a toujours affaire à une loi qui est fondée sur le sang, et les Indiens relèvent encore de cette loi, c'est-à-dire nos jeunes ici peuvent marier qui ils veulent, et dans la mesure où ils s'établissent ici, les enfants sont d'ici. Mais dans le cas des Indiens, s'ils marient qui ils ou elles veulent, les petits-enfants ne seront pas nécessairement des Indiens. Même si on assouplit la loi, elle est toujours fondée sur le sang. Puis il me semble, à cet égard, qu'il n'y a pas de sortie pour la question autochtone sans sortie de la loi du sang. Il faut absolument arriver à trouver autre chose, mais que ça soit l'appartenance avec des devoirs et des obligations et des droits
mais certainement pas une référence au sein. Par ailleurs, cette recherche sur la question des métis, sur la filiation ou non des Inuits, sur l'existence ou non des Algonquins comme étant des Indiens, nous renvoie aussi au processus judiciaire. Et il faut dire que la Cour a beaucoup contribué à l'amélioration du sort des Indiens. Et la Cour a beaucoup contribué à la recherche historique, parce que tous les dossiers tous les dossiers relatifs aux Autochtones devant la Cour reposent sur des preuves historiques. Et donc, il y a eu de part et d'autre des recherches, et la Cour a aussi reconnu dans un procès célèbre qui s'appelle Delgamuc la légitimité du recours à la tradition, à la tradition orale devant les tribunaux. Et moi-même, j'ai fait plein de choses dans un contexte judiciarisé. Ce que j'ai fait sur la justice, c'était dans ce contexte-là. Ce que j'ai fait sur les traités des sept feux, ce n'est pas, mais c'est juridiciable certainement. Mon témoignage pour les Inuits l'est. Pour les Algonquins, j'aurai à témoigner devant la Cour. Alors donc on peut dire aussi heureusement, mais en même temps qu'il y a nécessairement toutes sortes de biais. En principe, quand on témoigne devant la Cour, on témoigne pour aucune partie, on témoigne pour la Cour. On est un témoin de la Cour. Mais c'est pas tout le monde qui s'en détache. Et en pratique, on est embauché par une partie ou par l'autre. Il s'agit dans mon cas, puis je pense que pour témoigner sérieusement, il faut témoigner selon ses convictions, ses certitudes, en exposant également ses doutes, parce que le témoignage en cours est aussi un témoignage qui peut être éprouvant, parce qu'on ne fait pas qu'exposer, on est contre-interrogé, et on peut être contre-interrogé d'une manière serrée. D'ailleurs, c'est tant mieux, c'est comme ça qu'il faut faire. Heureusement, ce n'est plus de la torture, c'est le contre-interrogatoire, il doit être serré. Donc, on ne peut témoigner en cours que sur des bases solides, que sur ses propres convictions. Et si on témoigne en soutenant des thèses dont on n'est pas certain, ou surtout des thèses qui ne sont pas les siennes, on se fait ramasser très rapidement. Mais alors évidemment, la judiciarisation a pour effet pervers de polariser les témoignages en pour et en contre. Mais ceci étant dit, je dirais que jusqu'à présent, d'une manière générale, ça a permis la réaffirmation des Indiens devant les tribunaux et surtout la réaffirmation de leur histoire et la pertinence de leur histoire pour la défense de leur identité, leur statut et leurs droits. Alors, pour ma part, donc, je n'ai pas de réticence à témoigner en cours et je le fais volontiers, mais il ne faut pas le faire en militant, il faut le faire en intellectuel qui est sûr de ses bases et qui n'hésite pas à afficher ses hésitations et ses doutes et ses interrogations. Mais évidemment, la pratique la pratique ne va pas toujours dans ce sens-là. Mais pour ma part, mes expériences ont été... je dois dire que mes expériences n'ont pas été éprouvantes, même si c'est parfois dur, parce que je n'ai jamais travaillé avec des avocats ou des parties qui me poussaient ou qui me tordaient la main ou qui m'incitaient à dire des choses auxquelles que je n'étais pas prêt à soutenir. Mais ce qui est un autre problème qui se pose actuellement, ce sont les questions d'éthique et les questions de participation des Autochtones à la recherche, ce qui est normal, mais également ce qui concerne
éventuellement l'intervention des pouvoirs politiques autochtones sur la recherche, ce qui peut poser des problèmes. Que les Autochtones participent à la recherche, ben mon Dieu, c'est normal, et l'idéal serait que la majorité des chercheurs soient autochtones. Il n'est pas normal que l'histoire des Autochtones ne se fasse pas par des Autochtones, ne se fasse à peu près pas par les Autochtones. Il n'est pas normal que les Autochtones ne soient que des objets de recherche. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de retombées pour les Autochtones de la recherche, mais ce n'est pas la dimension la plus importante. Ce qui est le plus fondamental, c'est de former des jeunes autochtones qui puissent prendre la relève en recherche. Ceci étant dit, la recherche sur les Autochtones n'appartiendra jamais et ne devrait jamais appartenir aux Autochtones. La recherche appartient à personne. Il n'est pas nécessaire d'être allemand pour travailler sur l'Allemagne. Parmi les meilleurs livres qui sont faits sur le Canada français, ben, il y a un Américain, Mason Wade. Et le regard extérieur est toujours précieux et renouvelle souvent les perspectives. C'est magnifique. Nous sommes dans un héritage colonial où la tradition intellectuelle appartient aux descendants des coloniaux et où les Indiens sont davantage des objets de recherche. Et de ça, il faut sortir. Et il faut donc idéalement embaucher des Autochtones et que des Autochtones travaillent, mais il faut que des Autochtones travaillent sur aussi autre chose que les Autochtones. C'est-à-dire, les Québécois ne doivent pas devenir tous exclusivement des spécialistes du Québec. Il faut qu'il y ait des Québécois qui s'intéressent à l'histoire du Japon, et de la planète, et que sais-je. Mais il faut qu'il y ait une place plus grande des Autochtones, et c'est normal. Il est normal aussi que des conseils de bande souhaitent qu'il y ait des recherches qui se fassent sur des questions qui les préoccupent. Le taux de suicide est effarant chez nous. Plutôt que de travailler sur ceci, vous n'aimeriez pas travailler là-dessus. Ça serait pertinent parce que c'est une urgence ici en somme. De la même manière qu'un CLSC qui travaille avec une communauté ou avec un quartier, les gens du quartier peuvent dire cette dimension-là serait plus pertinente pour nous. Les chercheurs ont l'habitude de collaborer comme ça et il n'y a pas de raison que les organismes autochtones ne puissent pas le faire non plus. Cependant, toute recherche ne peut pas être facilement diffusée non plus. Il faut toujours respecter il faut respecter le caractère anonyme de témoignages, les effets de la diffusion de témoignages de certaines personnes sur d'autres. Il faut être prudent avec la diffusion de matériel qui remet en question, la vie des personnes ou des réputations. Mais il me semble qu'il y a des éléments où il doit y avoir des balises. Par exemple, la recherche en archives sur quelque communauté que ce soit, en archives, je parle, en archives publiques, ne devrait pas nécessiter l'autorisation de cette communauté. Les archives sont publiques, elles le sont pour tout le monde, et il n'y a pas de raison que ça appartienne à une ethnie ou à un conseil de bande. De même, les conseils de bande ne peuvent pas se mettre en position de censurer la production des revues scientifiques en disant « nous ne sommes pas d'accord avec tel article pour telle et telle raison ». On peut avoir un débat, on peut avoir des lettres, mais il ne doit pas y avoir de censure politique sur le travail de recherche académique. La recherche académique, avec évaluation par les pairs, doit demeurer tel un processus de recherche, un processus de travail avec évaluation par les pairs, et il ne doit pas y avoir d'interférence avec le politique, quel qu'il soit, ni provincial, ni fédéral, ni municipal, ni des conseils de bande. C'est les balises auxquelles je tiendrai pour ma part, mais ce que je voudrais dire en terminant, c'est l'importance, l'urgence de poursuivre la recherche dans le domaine autochtone parce qu'il s'en fait encore très peu.
Il s'en fait encore trop peu. L'importance aussi de recueillir la tradition orale, celle qui est détenue par les vieux autochtones, mais pas seulement les vieux autochtones, les vieux et les vieilles qui ont vécu avec les autochtones. Je pense aux vieux et vieilles religieuses qui ont travaillé qui ont passé leur vie avec les autochtones. Leur témoignage est indispensable, mais il est urgent il est urgent de le recueillir. Et puis, recherche pour ce qui est de l'histoire autochtone, nous sommes au tout début, le 19e siècle, il n'y a presque rien de fait, par exemple. Il y a des pans entiers qui demeurent totalement inconnus. On va au plus urgent pour préparer des cours, ou on va au plus urgent pour un témoignage devant les tribunaux, mais tout est à faire encore. Il y a de la place pour beaucoup de monde. Alors, je souhaite qu'on poursuive.